de collaboration. Celle-là, déjà, tu de partir de... Et le point 2, le point 1, moi, je vais pas partager mon écran. Permettez que je partage mon écran. Oh, attention. Alors là. OK. Donc, je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez mon écran, je pense? Ça me concerne. OK. Donc, vous avez... Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez mon écran, s'il vous plaît? Oui, on voit bien l'écran. Il faut encore zoomer. OK. Il y a un écran, c'est ça? Bon, par contre, vous, il y a le document dans le groupe, c'est ça? Eux, ils peuvent bon. tout simplement ouvrir. Tout est déjà dans le groupe. Oui. Vous pouvez tout simplement ouvrir. Vous regardez. OK. Donc, j'étais en train de dire, vous me confirmez que ça avance? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, nous avions déjà vu l'introduction, la description. On a vu que c'était une méthodologie factuelle et nous avons défini la factualité. On a vu la notoriété du promoteur et du projet. Maintenant, nous en étions au point 3 sur l'investissement déjà réalisé. Donc, allons-y. OK. Donc, l'investissement déjà réalisé ici, c'est quoi? L'investissement déjà réalisé, comme on le disait au niveau de l'audio opérationnel, c'est de pouvoir rattraper une perversité de notre environnement. Parce que généralement, les gens se contentent à tout ce qui est physique. Ils se contentent de tout ce qui est physique pour caractériser une entreprise. Pourtant, nos entreprises doivent être compétitives à l'international. Vraiment, s'il faut noter quelque chose, priez de noter. La compétitivité internationale, parce que j'ai oublié de le dire, tout ce que nous faisons là permet de constituer l'entreprise. Bon, les gros mots ont commencé. Ça permet de constituer l'entreprise. Et une entreprise qui n'est pas bien constituée qui n'est pas bien constituée dès sa naissance ne peut plus être compétitive à l'international. Je prends un exemple. Vous avez une entreprise qui a 25 actionnaires. Parmi les 25 actionnaires, on a 5 copromoteurs. Ça veut dire que quand le DG a un problème, le DG à la Camerounais, donc celui qui fait tout, quand il a un problème, il a une base arrière de 5 personnes qui peuvent être des gros cadres dans une multinationale, qui peuvent être des chefs de village, qui peuvent être aussi ses amis, anciens camarades de classe ou bien des chefs d'entreprise. Donc, c'est des gens qui compatissent lorsque le DG à la Camerounais, donc l'homme qui fait tout, a un problème. Je précise DG à la Camerounais parce que généralement, tu ne fais pas ton travail. Le voice dans le groupe. Parfait. Donc, le DG, je ne dis pas le DG à la Camerounais parce que généralement, c'est l'homme à tout faire et il n'a pas d'arrière, de base arrière. Et quand je le dis, Denis Jouko, qui est le co-auteur, dit toujours, Roland précise que certains hommes. Quand je dis au Cameroun, les choses ne marchent pas, il dit certaines choses. Et comme je vous ai dit, dans la vie, il faut faire des choix. Je ne dis pas que j'ai fait le choix de ce qui ne marche pas. J'ai fait le choix de dire ce que je dis et d'apporter la solution de ce que je dis. Donc, les DG à la camerounaise qui n'ont pas de base arrière quand ils mènent leurs activités, quand ils vont à la banque, on demande la garantie, ils sont obligés de mettre leur maison. Alors, j'ai vu beaucoup de mes amis faire de grosses conneries parce qu'il fallait à tout prix construire une maison ou rien. Quand le gars a compris que pour avoir un crédit, il faut le type foncier d'une maison qui a... Et plein d'hommes d'affaires qui ont de grosses voitures vous diront que c'est parce que quand ils veulent l'argent, avec une bonne voiture, vraiment bonne, tu vas à quelle que soit la microfinance où tu pars, on te remet l'argent à la seconde près tant que c'est une voiture.
il dépose ça et puis on donne l'argent, on sait qu'il va revenir et généralement il revient. Donc, et ça c'est bien, ça dépanne, mais ça bloque les entreprises. Le gars a une grosse voiture parce qu'à tout moment, il peut mettre en gage dans une microfinance, on lui donne 2-3 millions, il fait une opération et il revient. C'est beau, c'est bien. Mais l'entreprise est bloquée, elle ne peut plus être compétitive. J'expliquais la compétitivité internationale. Alors, quand vous avez 25 personnes, je l'ai dit, avec 5 copromoteurs, c'est des gens qui compatissent. Vous avez un papa au quartier, il est actionnaire. Il a plusieurs maisons qui ne sont pas garanties dans les banques. Donc, le titre foncier ne lui sert à rien. Si ton projet est bien et que tu demandes qu'il te donne un TF pour que tu ailles prendre 50 millions, lui, il a quel problème? Puis que tu as un bon business plan, il croit au projet. Bon, croire, c'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire, il sait que le projet sera rentable et va rembourser l'argent. Donc, si la banque demande vraiment un TF de 50 millions, pour lui, c'est avec la même chose qu'il donne son TF, parce qu'il sait que tu ne vas pas manquer son TF, donner quelqu'un. La banque ne va pas manger son argent. Alors, d'où vient-il que sur toutes les chaînes télé, nos coachs disent que quand on demande à un jeune qui veut, souvent c'est même pas beaucoup, il veut 500 millions, on demande le TF. Il va prendre le TF où? Bon, allons-y un peu plus loin. Il est ambitieux. Il veut un crédit de 25 millions. On demande un TF de 50 millions. Il va prendre le TF où? Non, ce pays tue les jeunes. C'est un manque de charisme, c'est un manque de leadership. Si le jeune n'a pas pu convaincre un papa au quartier qui a un TF, il ne lui sert à rien. Pourquoi il veut que c'est le banquier qui donne son argent? Un. De deux, on n'a jamais demandé pour un financement d'apporter un titre foncier qui est à votre nom. Donc, dire que les jeunes vont prendre le TF ou c'est une aberration, puisqu'on sait qu'une seule main ne peut pas faire un paquet. Donc, ce jeune-là a son projet, oui. Il a des actionnaires, oui. Les actionnaires, vous avez fait la théorie des parties prenantes, la dernière page et l'avant-dernière page, les parties prenantes secondaires, les parties prenantes primaires. Je récite ça par cœur, vous êtes censé connaître tout ça. Donc, ce n'est que normal que quelqu'un d'autre qui est propriétaire de l'entreprise, même si c'est à 0,1%, qu'il se porte caution pour qu'on te donne 500 000, pour qu'on te donne 10 millions, pour qu'on te donne 25 millions. Ce n'est que normal, puisque c'est son entreprise. C'est son entreprise. Donc, c'est la même chose pour le titre foncier. On n'a jamais dit que ça devait être au nom du jeune. Donc, c'est au jeune de savoir convaincre les autres pour que chacun mette sa ressource au sein de l'entreprise. Donc, l'investissement déjà réalisé. L'investissement, c'est quoi? Globalement, dans notre environnement, l'investissement, c'est l'historique chiffré. Je rappelle que nous sommes dans la genèse. Pourquoi est-ce que nous avons créé ce concept? La troisième motivation, c'est l'investissement déjà réalisé, que nous appelons investissement. Alors, nous remarquons que généralement, dans une entreprise, on vous demande l'historique chiffré, c'est-à-dire que l'historique des ventes, l'emplacement géographique, la clientèle, la fidélisation, je ne sais pas, les employés, est-ce qu'ils sont enregistrés à CNPS? Est-ce que vous êtes à jour au niveau des impôts? Est-ce que vous n'avez pas, à la limite, on vous dit qu'on vous avez dans un commissariat hier? Non, vraiment, Mbaye, tu es un gars malhonnête. Est-ce que vous avez des procès, des loyers impayés? Ça n'a pas de sens. On ne caractérise pas une entreprise par toutes ces choses-là. Ça n'a pas de sens. Et nous avons créé ce concept pour permettre, on le verra dans les principes et les mécanismes. Comment est-ce que nous prenons ça comme un levier, on tourne autour et on vous montre la face cachée de l'investissement déjà réalisé. Au niveau du patrimoine, bien évidemment, quand vous avez
tous ces vestiges, quand vous avez toutes ces choses que les gens voient, il y a la facture de ça qui est dans la comptabilité, le modem dans la comptabilité, les salaires dans la comptabilité, les contrats avec les salariés, les tables, les chaises, tout ce qui est immobilisation, c'est dans la comptabilité. À la fin, ça vous donne un total de bilan. Les stocks, on peut identifier les stocks. Les sanctions sont les stocks. Les produits finis sont les stocks. Les produits en cours qui arrivent, ce sont les stocks. Parce que vous avez déjà acheté, vous avez déjà payé, vous avez déjà acheté. Pas payé, mais acheté, ça vous appartient. OK. Donc, les passifs sont les dettes. Et bien évidemment, les dettes, on doit aux actionnaires, ça qu'on appelle le capital. On doit aux banques, on doit aux employés, le compte 42, quand on a les arriérés de salaire, ou bien des dettes de salaire sur les employés. On doit aux impôts sur le plan fiscal, les gens qui ont devoir de l'argent. On peut devoir de l'argent à des particuliers, des gens qui ont prêté l'argent, à des institutions financières. Donc, voilà tout ce qui constitue le passif d'une entreprise. Nous avons maintenant tout le système d'entreprise. Ça veut dire les plateformes, les sites Internet. Ça veut dire que la façon de disposer les chaises d'une boîte à l'autre, ce n'est pas la même chose. La façon d'ouvrir les bureaux, la façon de faire les réunions, tout ça rentre dans le système d'une entreprise. C'est des choses, la façon de présider les réunions, la façon de prendre les notes. Avant, on prenait une note comme ça, maintenant, on prenait une note comme si. Tout à l'heure, je voulais prendre des notes sur un format. J'ai vu que vous tous, vous avez des blocs-notes. Ça rentre dans votre système. Vous partez dans une autre entreprise, vous ne verrez pas ça. Vous venez à MDB, vous n'allez voir 0 bloc-notes. Les agendas, 0. J'ai arrêté les agendas, quoi, peut-être en 2013 ou 2014. J'ai quand même passé plus de 20 ans avec un agenda. Donc, quand je vois un agenda, ça me fait plus ni chaud ni froid. Donc, quand je vois, je me dis, qu'est-ce qu'ils font avec? Bon, je suis passé par là. Donc, ça c'est le système de votre entreprise. Et ça parle. La façon de vous habiller, tout ça, c'est le système de votre entreprise. Et tout ça, ça vaut. Tout ça, ça vaut quelque chose. Est-ce que l'investissement déjà réalisé ressort ça? Non. Bon, mais j'ai mis ça dans le patrimoine. OK. Les acquis. Vous avez les agréments actifs et en cours. Donc, les agréments que vous avez déjà obtenus. Est-ce que vous pouvez gager un agrément? Est-ce que vous pouvez garantir un agrément dans une banque? Non, pourtant, pour avoir un agrément, ça coûte. Vous avez la caution. Quand on dépose pour les transités, il y a la caution. Pour les banques, il y a la caution. Les assurants, il y a la caution. Il y a plein de métiers où on demande les cautions. Les promoteurs immobiliers, agents immobiliers, il y a plein de métiers où on demande les cautions. Les cabinets d'avocats, les cabinets à ordre, il y a les cautions que vous déposez. Il faut avoir l'agrément. Alors, tout ça, ça a une valeur. Est-ce que ça ressort dans l'investissement déjà réalisé? Je doute fort. Vous avez les autorisations administratives. L'OTVP, l'occupation temporaire de la voie publique, c'est un papier qu'on vous donne. Est-ce que vous avez l'OTVP? Quand vous avez, OK. Ça coûte ou ça ne coûte pas? Ça coûte. Vous avez plein de choses que l'entreprise fait et qui donnent de la valeur à l'entreprise. Mais l'interprétation qu'on donne souvent à l'investissement déjà réalisé ne tient pas compte de ça. Vous avez les marchés et les commandes en cours de réalisation qui ont coûté. Pour avoir un marché, on fait une offre, on négocie, on cause avec le client, on cause avec le fournisseur. Parce que quand tu as une route, il faut bien que tu trouves la pouzzolane ou tu trouves le sable quelque part. Ce n'est pas le jour que tu as le contrat de la route que tu vas aller chercher où on vend le sable. Pour te donner le marché, il faut qu'on se rassure que tu as un point de sable qui n'est pas loin et que tu peux accéder à ça et que tu n'es pas blacklisté là-bas. Donc, quand tu dis même que oui, j'ai le contact, les gars m'ont fait les proformas qui peuvent me livrer 200 mètres cubes de sable par semaine, on ne peut pas vérifier. Peut-être que tu es blacklisté là-bas et quand on te donne l'argent, tu pars pour acheter, le gars refuse. Le chantier est bloqué. Tu vas fabriquer la route comment? Avec tes dents? Ce n'est pas possible. Les engins, ce n'est pas quand tu es dans le marché que tu pars à Tractafrique acheter les voitures. Tu pars d'abord à Tractafrique prendre les proformas. Tu prends les intentions d'achat. Tu manipules ton intention d'achat et les gars te donnent. Et pour eux, c'est une intention de vendre. Si maintenant Tractafrique a plus je vais dire quoi, de prestance ou plus de, j'appelle ça quoi, de crédibilité que toi, Tractafrique va te vendre à crédit et aller prendre de l'argent à la banque avec ton intention d'achat à Tractafrique. Donc, Tractafrique reçoit ton intention d'achat.
et te remet une proforma. Alors, pour financer la machine, soit Tractraffic te donne un crédit et va à la banque sans te dire se faire refinancer. Ça, tu n'es pas au courant parce que tu es crédible, tu as un bon d'achat, tu as une lettre d'intention que tu viendras chez eux acheter et tu as un marché dans un ministère que tu es en train de suivre, dans une mairie ou une maison à construire chez un particulier. Et toi, maintenant, Tractraffic te fait une proforma ou un devis. Tu prends ce devis aussi, tu peux avoir ton client. Le client peut te donner l'argent ou non pas l'argent. S'il n'a pas l'argent, tu peux aller à la banque. Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que si le fournisseur peut te donner l'argent à crédit, parce que tu es un client fidèle, ça fait 15 ans que du beau savez, ils ont de toute façon l'habitude de donner le crédit, ou bien sur le premier crédit, ils peuvent t'accorder ça. Tu n'explores pas ce chemin-là. Et tu vas à la banque prendre de l'argent, la banque te donne de l'argent. C'est dangereux. À la limite, tu peux porter plainte à la banque quand ça ne va pas marcher. Parce que la banque aurait dû vérifier si ton fournisseur peut te donner la marchandise à crédit ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le banquier te donne l'argent? 100 millions. Tu as obtenu, on t'a viré ça dans le compte. C'est pas comme ça, mais disons que c'est comme ça. Tu pars pour acheter la voiture, arriver, tu dis, oh gars, c'est comment tous? Mais attends, ça fait quand même 15 ans que je suis client chez vous. Hein? Je ne suis pas... Donnez-moi le champagne, comment on donne le champagne? Vraiment, voilà. On dit que bon, comme tu vois, depuis 2 mois, on a un nouveau DG. Il a dit que tous nos clients fidèles, ils ont jusqu'à 50 millions d'encours. Vous croyez que le gars va aller dire à la banque qu'on va lui donner la machine à crédit? Non. Il va prendre 50 millions. Finalement, il se retrouve à combien? 150 millions. Disons même 200 millions. Il a 100 millions qu'il a obtenu de la banque et il va prendre à crédit. Les 100 millions en espèces qui sont à la banque, il va utiliser pour faire quoi? Du n'importe quoi. Après, il a 200 millions à rembourser. Il fait comment? Est-ce que ça peut encore donner? Ça devient compliqué. Parce que les gens qui ont donné le crédit ont vérifié sur certains faits. Donc, généralement, les banquiers sont méfiants. Ils vérifient si tu n'es pas capable de faire quelque chose avant qu'eux, ils financent. Et généralement, les banques locales, généralement, ils financent même quand tu as déjà l'argent. Si tu leur dis que tu as un chèque, ils vont escompter le chèque. Si tu leur dis que tu as livré, jusqu'à tu as déposé la facture et que l'entreprise a contresigné ta facture, donc a déchargé la facture, la photocopie de 15 millions, on te paye dans 2 mois. La banque va donner 10 millions ou 7 millions. Donc, nos banques ne financent pas. Elles te donnent ton argent que tu as déjà. C'est pour ça qu'on dit que c'est les banques à guichet, c'est les banques qui ont une caisse, qui ont un compte. La B2AC n'a pas de compte. Tu n'as pas de compte à la B2AC. Bon, compte comptabilité, mais pas compte que tu viens, tu mets l'argent, tu mets, c'est pas un compte courant. Les fonds d'investissement n'ont pas de compte courant. Les banques de développement, les banques d'affaires n'ont pas de compte courant. Et les banques où il y a le compte courant, tu ne dois pas être négatif. Il faut que tu mettes ton argent dedans. Et quand tu viens, tu veux retirer plus que ce que tu as mis, ça devient donc une demande de financement, ça devient compliqué. Et ne sais pas si on se comprend. Donc, là, je parlais des marchés et des commandes en cours qui ont une certaine valeur, valeur de négociation, valeur de relation. Comment tu as fait pour avoir ta première commande? Ah, là, alors, c'est chaud. Tu as négocié pendant 8 mois et il va de soi que les autres commandes vont suivre. Les autres commandes vont suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu as déjà fait 1 ou 2 commandes, tu as une valeur. Puisque pour le même client, pour la même entreprise, pour la même ONG ou pour le même fournisseur, bon, le fournisseur c'est plus bas. Donc pour le même client, tu ne vas plus te dépenser beaucoup. Ça veut dire que tu as déjà investi. Ça, c'est une valeur. La capacité de sourcing, c'est le dernier point. C'est un acquis. Quand tu as un fournisseur, ça veut dire que tu l'as déjà convaincu. Sa matière première correspond à ton produit fini. Celui qui fait la craie. Le jour où j'ai vu ça, je crois que j'avais quand même louché, j'avais regardé. Je ne sais pas s'il tue le carbonate de calcium parce qu'il me dit que c'est la craie qui ne fait pas de bruit. Parce que dans la craie, il y a 2 types de craie.
Il y a la clé qui salit et la clé qui ne salit pas. Il est en ligne. Il y a la clé qui salit et la clé qui ne salit pas. Alors, sur Internet, vous allez trouver des tonnes de machines pour fabriquer la craie. Des tonnes de machines, c'est du n'importe quoi. Mais pourtant, ça fabrique la craie que les gens utilisent. Nous, quand on était petits, on avait la craie chinoise. Qu'est-ce qu'on appelle la craie chinoise? Les craies, un côté est plus gros que l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est des formes coniques. Comme c'est moulé, pour que ça sorte, il faut qu'on retourne le sens du moulage. Et quand on retourne le sens du moulage, le haut est petit, le bas est grand. Quand c'est sec, ça tombe. Parce que si tu mets plutôt la partie qui est grosse en haut, ça ne peut pas passer sur le petit trou. Mais si tu mets la partie que le trou est gros, est petit en haut, la pression fait que, la gravité fait que ça descend. Et pour fabriquer ça, c'est avec le couscous, c'est avec le manioc, c'est avec plein de faux trucs qu'on trouve n'importe où. Et ça écrit. Sauf que c'est salissant. Maintenant, pour avoir la craie, qu'on appelle la craie rubicolore, qui est le leader là-dedans, c'est le carbonate de calcium, avec la bentonite, avec l'argile. Il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on y met pour que ça donne la craie. Et même le système de séchage est différent. Et plus c'est extrudé. Il est une extrudeuse. Je ne sais pas. C'est pas toi qui l'accompagne. Tu demandes s'il est en ligne. Il est en ligne. Oui, c'est monsieur Esmer. Non, et c'est la fin. Oui, Séraphin, est-ce que tu utilises l'extrudeuse? Non, non, je n'utilise pas les styleuses. Oui, Séraphin. Oui, Oui. Est-ce que ton système de production, c'est l'extrudeuse? je dis non, non. J'ai Oui, c'est une quoi? C'est les machine. moules? Oui, c'est la moule. OK. Bon, j'ai déjà tout compris ton projet. Hein. Ton projet est à moins de 100 millions. Allô? Le projet est à moins de 100 millions. Bon, OK, on avance. Donc, pour fabriquer la craie qui ne salit pas, qui ne glisse pas, qui ne fait pas de bruit, ça avec le carbone de calcium et c'est l'extrudeuse. Maintenant, quand tu as été sur le sourcing, sur la capacité de sourcing, alors quand tu as déjà pu avoir un fournisseur, ça veut dire que tu as des compétences. Ça veut dire que tu as une valeur, ça veut dire que tu as un engagement. Et tout ce que je viens de dire là, entre autres, à part lister tout ce qui est écrit, c'est ça qu'on appelle les engagements. Et ces engagements-là, quand un investisseur vient, il doit respecter ça. C'est pour ça que généralement, même quand on vend un projet totalement, on laisse encore le même personnel. Parce qu'ils ont les compétences. Ils savent travailler entre eux et tout, et tout, et tout. C'est ça, le même personnel. Et c'est un jeu très fort parce que je me souviens, une dame qui faisait le nettoyage à son loulou, c'est une anecdote, hein. Ses employés bagarraient même sur le site au point où on menaçait de lui retirer le marché. Elle avait 200 employés à son loulou qui faisaient le nettoyage industriel. Elle leur a dit un jour que vous vous amusez avec moi. Si je perds ce contrat, celui qui va gagner le contrat va encore vous recruter. Donc finalement, c'est moi le mougou si le contrat est perdu. Parce que si quelqu'un gagne le même contrat, il va recruter qui d'autre? Ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est tout. Donc c'est juste le nom d'entreprise qui va changer. C'est tout. Même le monsieur qui est en train de me suivre là, les gens qui l'utilisent, quand je prends quelqu'un d'autre, c'est les mêmes gens qui viennent filmer. Et c'est même eux qui m'ont reconnu. Moi, je ne l'ai même pas reconnu. Donc, généralement, dans une entreprise, la capacité de sourcing, c'est un engagement qu'on doit savoir valoriser. Donc, je ne vais pas être plus long. Ça, c'est donc parce que nous voulons mettre au devant les engagements que dans les mécanismes, nous avons créé le point investissement versus engagement. Investissement, c'est la dépense. Parce que ici, tout ce qui est dit là, il y a la facture. Mais quand tu es parti au Tchad, voir un fournisseur de carité, et tu es revenu 4-5 fois. Mais les gens que tu rencontres là-bas, tu monétises ça comment? Est-ce qu'on peut avoir ça en termes d'argent? Non. Pourtant,
Si tu veux vendre le karité à quelqu'un ici, tu es la voie autorisée pour lui dire que tu iras prendre au Tchad parce que tu maîtrises. Et ça, c'est ce qu'on appelle les engagements. Il y a des gens qui croient en toi, qui connaissent ta notoriété au Tchad. Tu peux donc venir ici dire des choses en sachant que tu comptes sur eux. Donc, quand tu veux vendre ta boîte, on doit tenir compte de ça. Il faut que tu vendes aussi ça. À défaut, ça crée les frustrations. On va arriver à ça. Et c'est parce que nos boîtes sont créées dans les frustrations qu'on n'arrive pas à bien les constituer. Et comme je parlais de compétition internationale, quand vous êtes bien constitué, je l'ai suffisamment expliqué, il se passe donc que face à un marché, vous avez les actionnaires qui peuvent compatir pour financer le marché. Soit par garantie, soit même par apport de fonds, soit par compte courant. Je vous ai parlé de compte courant associé aux actionnaires. C'est un compte qu'ils ont dans l'entreprise. Ils peuvent renflouer leur compte. Et la société prend l'argent là pour faire le marché, ou pour payer les salaires, ou pour payer le loyer, ainsi de suite, pour subvenir à ses charges. Et quand la société a beaucoup d'argent, on le rembourse. Quand il a besoin d'argent, il appelle. Je veux de l'argent. Oui, écoute, passe demain 15 millions. Non, on peut donner juste 10 millions. Ça se fait. Et c'est légitime. Donc, une société bien constituée, c'est important. Alors, prochain point, ce sont les référents du cabinet. Ce qui nous a motivés à créer ce concept, c'est parce que nous avons un certain nombre de références. Celui que nous avons, sur lequel nous irons en détail, c'est pas cher, pas loin. Le deuxième par là, c'est toujours S, pas loin. Historique de promoteur. Yves Cheringefak est gagnant du concours, premier concours de start-up Orange. Je crois que c'est 2016. Ce concours-là n'est plus revenu. Ils avaient gagné avec MonetBill. MonetBill, c'est une solution de paiement en ligne qui fait mal. Ces gars ont des paiements mirobolants. Yves Thierry, en 2019, m'a payé 25 millions en espèces pour que je traque pour Fokam Kamouni. Et j'ai traqué pour Fokam Kamouni. Il me dit, ambassadeur, quand tu vois ce que nous on fait là, on est dans un groupe WhatsApp, et quand tu vois les papas là, on va les atteindre un jour. C'est important que nous on sache ce qu'eux faisaient il y a 40 ans. Si nous aussi à 80 ans, on veut être comme eux, il faudrait que l'on comprenne ce qu'eux faisaient à 40 ans, à 25. À l'époque, il avait 20, 26, 25 ans. Aujourd'hui, il a peut-être 33, 34, il n'a pas 35 ans. Et on a commencé à traquer. C'est là où on a compris beaucoup de choses que je partage pendant cette formation. On a compris qu'il n'est pas porteur de projet. Et quand j'en parlais, comme je vous en parle là, Raoul me confirme qu'il n'est pas le porteur du projet Citracel. Moi, je ne savais pas. Comme je t'ai parlé tout à l'heure pour Métal. Donc, quand je parle chez une entreprise qu'elle connaît, elle va directement corroborer. Il a travaillé à Citracel, il avait travaillé à Citracel, Raoul. Il me dit que Citracel a été créé par celui qui a fait le projet Celui-Cam. Qui était un Bamileke. Quand il a fait le projet Celui-Cam, on ne l'a pas confirmé DG. Parce que généralement, quand tu faisais un projet, c'est toi qui deviens le DG. Et pour un fonctionnaire, c'est le summum. Et en passant dans tout ce que nous on fait, les promoteurs ne peuvent pas être PCA ni DG. Puisqu'on va créer plusieurs entreprises, que la loi interdit qu'on soit dirigeant en plus de 3. Donc, si tu accroches le premier, ça veut dire que tu vas bloquer la création des autres entreprises. C'est tout. Donc, en tant que fonctionnaire, quand il travaille, c'est comme Perial Nyodok avec Tradex. Mais le riz est autorisé, non? Le DG de Tradex, le fameux DG de Tradex, il est parti en retraite. On a applaudi, il a fait le tour de l'immeuble dans une grosse Prado, tout. Et c'est lui qui a créé, et comme c'est lui qui a créé, il est membre influent du GICAM, tout. Mais Tradex, c'est une entreprise d'État. C'est une entreprise de l'État. Je ne dis pas qu'il n'est pas actionnaire. Mais je dis, dans la posture des DG, ça questionne. Il faut qu'on se comprenne. Au GICAM, il y a combien de créateurs d'entreprises? Quand André Fosso est mort, le directeur général de PHP, je crois qu'il y a quelqu'un de PHP dans la salle, a été président du GICAM ou vice-président du GICAM.
Oui, Un employé, avec François, on a le envoyé en François, punition au avec François. Cameroun, un blanc. Quand on C'était a le au Cameroun, c'est François. la punition. Il vit au Cameroun, il est DG, il gère le patronat du Cameroun, d'un pays. C'est Hein? Ahmed À quoi ça François. ressemble? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il est DG de PHP et qu'il connaît le bénéfice de PHP? Parce que on va arriver à ça. Un DG ne connaît rien d'une entreprise. Attends, PHP a été créé il y a peut-être 70 ans, je ne sais pas trop. On te met DG, tu as 3 ans, 4 ans que tu es DG. Tu connais l'entreprise? Tu ne connais pas l'entreprise. Tu connais combien coûte la chaise, tous les loyers. Tu as les comptables, non? Tu connais combien coûte le loyer de salaire de qui? Tu es là juste pour... Tu pousses un peu comme ça, là, tu te reposes, tu reviens le soir, tu pousses encore, et puis tu te reposes, c'est tout. Et bim, tu es au conseil d'administration du patronat. Alors, donc c'est pour dire que Yves Thierry, il est cofondeur de Gen Cameroun. Gen Cameroun, les gens de Gen Cameroun sont au congrès actuellement aux États-Unis. Le Global Entrepreneurship Congress, c'est dans cette organisation que je suis, qu'on m'a nommé ambassadeur, qu'on m'a désigné ambassadeur. Et avec Yves Thierry, nous avons aussi fait l'accompagnement entrepreneurial. Le protocole que j'ai expliqué tout à l'heure, le protocole là, qui se décline en 5 missions, on lui a fait ça. Et c'est donc en faisant ça qu'on a eu l'inspiration de faire la Valo. Je crois que je raconte ça mieux dans les modèles, je pense. Dans les modèles, on raconte l'historique de ce modèle de Valo. Alors, en termes de design de projet, là, j'ai fini avec l'historique du promoteur. En termes, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui sont nées de PHP pas loin. Bon, on verra ça ailleurs. Le design du projet de PCPL, nous avons fait les études de faisabilité, études de marché, études de système, la technologie, business plan, études financières détaillées, tout ça on a fait. On a fait la maturation, c'est-à-dire on l'a accompagné à avoir des contrats, à rencontrer les investisseurs, à avoir des actionnaires, ainsi de suite. Nous avons fait la vente stratégique, ok, c'est indiqué. La vente stratégique ici, on lui a permis de créer là-bas, qui est son fonds d'investissement, de créer Boost, qui est sa société d'ingénierie informatique, de créer aujourd'hui NoCash, qui est sa société de paiement numérique, de paiement en ligne. Parce qu'entre-temps, il est parti de MonetBill. MonetBill nous a bloqué PCPL. Son cofondeur a refusé que MonetBill soit intégré dans la plateforme PCPL. Il a créé NoCash, full stop. C'est tout. Et NoCash aujourd'hui est créé au Nigeria. La base, c'est au Nigeria. Il y a une filiale au Delaware, c'est aux États-Unis. Et au Cameroun, on a NoCash Cameroun. Tout simplement. Yves Thierry aussi, il a rencontré Jacques Ma à la présidence du Togo. C'était peut-être en 2018 ou 2019, je ne sais, peut-être 2018. Le Togo, j'ai une vidéo où il cause avec Jacques Ma. Jacques Ma était en Afrique et il devait rencontrer certains start-upers africains. Donc, bien évidemment, on l'a aidé dans le déploiement opérationnel. PCPL, à l'époque, n'était pas encore créé. Donc, il n'y avait pas eu d'audit opérationnel. Il n'était pas encore créé. L'autre anecdote, par contre, à PCPL, c'est le notaire qui, à chaque temps, m'appelait. Mais M. Foucault, c'est quelle entreprise qu'on crée depuis 2 ans? Parce que le jour qu'il me donne le contrat, il dit voilà le notaire où on doit faire les papiers. Il aurait pu aller faire seul. Hein. Il dit non, voilà le notaire, vraiment, ambassadeur, fais tout. Fais tout. Et le notaire m'appelle après 6 mois. Comme M. Foucault, Yves Thierry avait dit qu'on doit créer la société. Il dit que madame, attends, on est en train de faire des études. Elle dit, mais c'est quel genre d'études? Après 1 an, après 2 ans, je crois qu'on a fait la soirée de levée de fonds en 2021. Donc, presque 2 ans après qu'on a commencé à travailler sur le projet. Ça n'était pas encore créé officiellement. Et même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas créé officiellement. Mais entre-temps, il a créé plusieurs structures qui sont le noyau de PCPL pour un certain nombre d'ingénieurs que nous avons mis en place. Les acquis, il a des agréments, comme là, et il est parmi les gens qui payent en ligne. Vous savez que le ministre de l'administration territoriale, Atangandi, a récemment suspendu les paiements en ligne pour donner tout le marché à une seule société sénégalaise.
totalement. Et quand on regarde qui sont les actionnaires de cette société, tu as de gros fonds d'investissement, tu as Total, tu as Bolloré, et pourtant c'est un Africain qu'on voit devant, un Sénégalais. Tu tapes sur Internet le nom du truc, tu vois les actionnaires, ça ne se cache pas. On dit que tel fonds, telle année a mis tel montant d'argent, tel fonds a mis tel montant d'argent, ainsi de suite. Les gars ont ouvert le capital, il y a les gros fonds qui sont entrés dans le truc. Et au Cameroun, ça fait à peine 1 mois qu'on a levé la suspension. Parce qu'il y a plusieurs agrégateurs. Les gars sortaient la langue. On leur a coupé sec. Il n'y a plus rien. Voilà celui qui va faire ça seul. Et maintenant, on a levé la suspension. Maintenant, pour être agréé, on lui demande 9 millions. Depuis janvier, il est bloqué, il ne travaille pas. 9 millions pour l'audit par l'ART. Donc l'ART va venir auditer ton système pour savoir s'il n'y a pas de faille, tout. Et parce qu'en réalité, tous ces systèmes à la camerounaise avaient des failles. Il y avait beaucoup de scammers, les vols, les pirateries, tout ça, ainsi de suite. Donc, on leur a permis que, OK, mettez-vous à la page et puis on vous donne l'agrément. Donc, il y a ces agréments. On a les autorisations administratives. Les marchés, bon, il avait bien sûr plein de marchés avec les sociétés de bêtes, donc les sociétés de paris sportifs qui sont les plus grands consommateurs de ces applications en ligne, de paiements en ligne. Et au niveau de sourcing, il va de soi que PCPL a de l'histoire là-dessus. Donc, comme autre référence, à part PCPL, nous avons Solacam. Solacam, c'est une des boîtes de M. Zouko, Denis Zouko, le co-auteur de ce concept que je partage avec vous. Donc, lui, l'histoire de Solacam, c'est une société d'oléagineux. Lorsqu'on fera le module sur les cas pratiques, vous verrez, je mets certains chiffres, j'explique un certain nombre de choses. Toujours à dire que c'est en travaillant beaucoup plus de Solacam que nous avons mis en place pratiquement ce modèle. Parce que le jour, par exemple, qu'il veut vendre son capital à un de ses amis à Paris, le gars est en vacances au Cameroun, nous on fait la valo et on dit qu'on va vendre au gars 10% à 500 millions. On fait notre réunion, on dit qu'on va couper sa tête en 2 temps. Il vient d'abord aujourd'hui 15 minutes, on lui explique le truc. Et le lendemain, il revient encore 15 minutes, on lui dit combien ça vaut et il se décide. Le gars est arrivé le premier jour, 15 minutes, on dit c'est bon, c'est fini. Il dit que non, c'est pas fini, on dit qu'il y a quoi? Il dit que non, finissons une fois. Comment vous me dites que je viens demain? Le gars avait tellement d'engouement. Et quand on lui a dit que c'est 10% à 500 millions, le gars a dit qu'il préfère 15% à 700 millions. Alors qu'on n'était pas sûr que le gars allait accepter de donner 500 millions pour 10% de papier. 10% de parlotte, c'est-à-dire que tous les gens disent projet, qui n'existe pas. Et séance tenante, il a commencé à faire des paiements. Denis a fui. Il a remboursé l'argent qu'il avait déjà encaissé. Il a commencé à payer pour 360 millions. Avec 60 millions en espèces dans les 1 mois et demi, je crois. Le gars a arrêté, il a remboursé l'argent du gars. Donc ça, c'est une référence. Il y a plusieurs anecdotes, comme l'anecdote du... Bon, il y a plusieurs anecdotes. STPM Bio, c'est Bénin Serenco Voici. C'est un vaccin qui était vendu comme une poudre à 200 francs à Fumban. C'était vendu comme une poudre à 200 francs à Fumban. Bon, le sachet était la moitié de ceci. Il vendait à 200 pour nourrir sa famille. Et aujourd'hui, cette boîte est vendue à... Ce que j'ai à main là, c'est 150 000. C'est quoi, tu veux t'étouffer? Je vais mettre la vidéo pour que vous voyez. Confirme-moi que vous voyez la boîte. Bon, je ne sais pas dans quel sens mon écran part, je ne sais pas. On voit la boîte. On voit toujours, j'ai changé. OK. Là, c'est bon maintenant. OK, donc voilà la boîte. Cette boîte coûte 150 000 en pharmacie. Les gens ont failli s'évanouir. Certes, c'est 15 000. Il y a 10 comprimés dedans. Donc, c'est la même chose. Quand le serpent te mord, tu bois ça, le venin sort. Quand le serpent t'a mordu depuis longtemps, vous ne pouvez pas supporter le voir quelqu'un que le serpent a mordu.
c'est comme s'il a été brûlé à un degré élevé. Il y a des blessures inguérissables, la peau est pourrie. Bon, il y a plusieurs types de manifestations. Il y en a d'autres que quand on met les prothèses dentaires, ça ressort. L'autre qui a une blessure qui ne finit pas. L'autre que la tête est gonflée un côté. Ainsi. Il y a tellement de séquelles pour les différents types de serpents. Et ce vaccin qui est en même temps sérum, ça permet de soigner tous les venins de serpents. Alors qu'avant, les médicaments qu'il y avait soignaient uniquement certains venins, puisque c'était le principe de sérum inventé par Fleming ou bien Fleming, docteur Fleming, je ne sais trop, les docteurs que nous connaissons dans l'histoire de la médecine, et que le vaccin est fait à base du mal atténué, c'est pas ça. Donc pour avoir le vaccin, on prend le venin et on atténue, on injecte ça, ça combat. Ce qui fait quand le serpent te mordait, il fallait retrouver le serpent avant d'aller en pharmacie. Avant d'aller en pharmacie, tu indiques et on sait quel vaccin est-ce qu'on te donne. Il fallait 2 doses, 3 doses de 86 000 francs la dose en injection. J'oublie le nom. C'était fabriqué par Sanofi. Bon, maintenant, tu as la pierre noire. Quand on absorbe le serpent, le venin avec la pierre noire devient venimeuse. Donc, quand on touche, il est empoisonné. Donc, il y a plusieurs systèmes. Et ceci, c'est une plante. Beaucoup n'y croyaient pas au départ parce qu'on dit une plante ne peut pas soigner un virus. Pour ceux qui ont fait médecine, le virus, c'est quand même, on sait que le virus, c'est avec la chimie, comme la chimio. Alors que quand tu bois ça, et ça a tellement de vertus, mais restons sur venin serein, STPM bio. Donc voilà la boîte. Et tout ça, c'est des choses que nous avons travaillé dessus. On ira en détail dans les cas pratiques. Ça, c'est STPM bio qui a levé 14 milliards. C'est une évaluation. Hein. Mais il y a des audios où il explique un certain nombre de choses qu'on partagera avec vous à plusieurs moments. Ferme Bioranzo. Feu Raouzouroum, il est mort en février 2024 avec sa ferme de Bonopoupa, 105 hectares. Il a commencé son projet à 105 hectares et toute la République s'est retournée contre lui. Je ne vais pas dire que c'est ça qu'il a tué, mais il en a souffert. Il était en Côte d'Ivoire, assez misérable, mais étant diabétique, un palu l'a pris et puis il est décédé. On l'a enterré dans son village. Les gens qui avaient investi dans son projet jurent qu'il n'est pas mort. Ce qui était digne de lui, il peut organiser sa mort, ça se fait. Mais j'ai dit, OK, s'il n'est pas mort, tant mieux. Mais j'ai les photos de son corps que je ne peux pas partager dans tous les cas. Et même à ceux qui m'ont dit, disent que ce n'est pas lui. Mais comme a dit un jour, laisse les gens pleurer leur deuil. Ils vont finir par croire. Bon, s'il est vivant, tant mieux. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Ferme Bioranzo, ce sera aussi un cas parti. Dibamba Farmers. Dibamba Farmers, nous avons fait la levée de fonds en octobre 2023, 3 milliards 150 millions. On a bouclé. Il y a environ 1 mois et demi, il a publié des états des 36 actionnaires recrutés. C'est un algorithme assez complexe, je préfère dire ça comme ça là. Mais le gars, il suit son cheminement en bonne et due forme. Son cheminement en bonne et due forme. Et je crois qu'il a demandé son cheminement. Mais c'est costaud. C'est quelqu'un qui porte bien son projet. C'est un projet admirable sur lequel on va beaucoup s'appuyer pour faire un certain nombre de choses. Fishanko, tout ça, c'était la valorisation locale. Fishanko, c'est l'honorable Albert Kounché qui fait beaucoup de publications sur les réseaux, sur Internet. Investi Cameroun, Cameroun Tribune, on parle de lui, et ainsi de suite. Quand sa boîte reçoit un financement, il publie dans les journaux. Le jour que Nutrigon est mort, dans les journaux, on a dit Nutrigon est mort et Albert Kounché récupère automatiquement ses actions. On verra ça dans le pacte des actionnaires. C'était les clauses que si tel meurt, tel autre prend ses actions automatiquement et qu'on doit publier. D'ailleurs, les choses qu'on ne cache pas. Je parle de Banque Atlantique. Banque Atlantique lui appartient. Et ça, tout le monde le sait. En passant, Express Union lui appartient. Emi Money lui appartient. SCE, Société Camerounaise des équipements, lui appartient. Puis encore, bien évidemment, qui est une société de fabrication de poissons à Dibamba, ça lui appartient. Il est en train de construire un hôtel à Kribi, 4 étoiles, c'est nous qui gérons ça. Il a déjà construit l'hôtel Méridien de Yaoundé. C'est passé sur les réseaux sociaux, c'est effectivement inauguré. C'est vrai que je ne vulgarise pas, mais il a construit, ça lui appartient.
nous lui avons fait une valorisation internationale qui a été certifiée par le cabinet PricewaterhouseCoopers. Sur la tonne de réunions qu'ils ont fait avec le DG du cabinet, moi j'ai participé à une réunion où, quand il a baissé la garde, j'ai continué. Il avait peur qu'on devait l'assommer avec les questions. Les autres réunions, il a exagéré ça juste à ce que la certification soit faite. C'est la valeur internationale. Au Banque Africa, mon ami Patricien ne fait pas. C'est une SCI. La particularité, c'est que ici, ce n'est pas une société commerciale, c'est une société civile et immobilière. Nous avons aussi travaillé avec elle et on a réussi à valoriser. C'est des choses qui parlent. Donc, les amis, globalement, c'est vrai que ça a été court, on va aller aux questions. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce qui était de ce modèle de valorisation. Nous avons vu les fondamentaux, nous venons de voir la genèse. Alors, s'il y a des questions, nous sommes preneurs. La parole est à qui veut la prendre. Je vous remercie. Applaudissez, même si ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas jaloux. Parce que moi, j'ai forcé. OK, merci. Donc, j'arrête le partage. OK, allons-y. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Sur Zoom, pour applaudir, on met les cœurs. Bon. Oui, mettez les cœurs là, mettez les cœurs. Oui, il y a déjà les cœurs. Voilà. Il n'est pas bien vu, mettez encore. Et voilà. OK, Je vois les merci. cœurs qui pleuvent. Bon, je peux prendre la première question. Oui. Oui. Bon, je voudrais savoir, est-ce que les passifs d'une entreprise, par exemple en termes de patrimoine, hein, ce qu'on a vu au début de cette deuxième partie, est-ce que le passif d'une entreprise peut entraver sa crédibilité auprès de ses potentiels actionnaires? Donc, ça veut dire quoi? Une entreprise, par exemple, qui a sollicité du crédit et s'est retrouvée peut-être dans l'incapacité de remboursement. Au moment de la levée de fonds, au moment du recrutement des parties prenantes, est-ce que cela peut entraver sa crédibilité? Je prends un cas simple. L'entreprise a, par exemple, une dette de 150 millions. Non, estimons. Oui, par exemple. 150 millions. Elle ne rembourse pas. Oui, par exemple. Il se passe que pour faire l'ouverture de capital, il se passe que pour faire l'ouverture de capital, et quand on fait le business plan, l'argent que tu attends de la banque, l'argent que tu attends de la banque, ce n'est que 150 millions. C'est maintenant 9 milliards. Donc, du jour au lendemain, qui doit l'argent à qui? C'est que dans ton projet, la cote que tu attends de la banque, c'est 9 milliards. Et tu serais sur 150 millions que tu ne rembourses pas. Quand nous, on restructure et qu'on met en place un nouveau plan d'investissement, ton besoin grandit. Comme c'est en pourcentage, la banque doit apporter peut-être 20% ou 70%. Disons comme ça là. Si avant 70% était 150 millions, la banque t'a dit tu ne rembourses pas. Maintenant, 70% c'est 9 milliards. La banque donne ou pas? Si elle ne donne pas, tu vas voir une autre banque. Elle achète ton projet et elle rachète l'autre dette. Donc la dette n'a rien de mauvais. Et je vais être brut, rembourser la dette même. Les banques n'aiment pas qu'on rembourse la dette. Parce que quand tu rembourses la dette, l'argent est chez eux. Ça ne produit pas. Quand c'est chez toi, ça produit. Rien que les contentieux, les frais de contentieux, les pénalités, ça leur donne beaucoup d'argent plus que les intérêts. Et la loi dit quand tu as contentieux, on annule d'abord les intérêts. On cherche le principal. Donc, aucun banquier n'est content quand tu rembourses tes dettes. Je le dis. Maintenant, un emploi de banque va venir nous contredire que c'est son problème. Le jour où tu ne peux pas discuter avec lui, il n'est plus à la banque, il est une autre banque. Et il a encore compris autre chose. Parce qu'on le programme pour frapper son coup. Il a un narratif, un discours. Ils font l'information, non? On lui apprend à vendre quelque chose de bien précis. Ce qui m'a impressionné avec les banques, quand nous côtoyons les banques, elles veulent seulement nous vendre la domiciliation des salariés. C'est-à-dire qu'on dit que tu as le salaire des entreprises, là, il est où? C'est sur ça qu'on l'évalue. C'est son travail pour qu'on le paye. On ne le paye pas pour que les fonds d'investissement vont investir en investissant, non.
On le fait pour qu'ils fassent la domiciliation des comptes des salariés. Pour qu'ils récupèrent l'épargne des salariés. Par contre, domiciliation des comptes, ça veut dire que ton salaire, on te paye, tu ne prends pas. C'est dans le compte. Tu économises, non? Alors, quand tu as un peu ça, tu sors le compte courant, tu mets dans le compte d'épargne pour 4,5%. Donc, tu quittes de Doum à Doum. Et quand ils le font, ils ont ce qu'on appelle le pouvoir de refinancement de l'économie. Quand ils ont un montant d'argent, ils peuvent donner le crédit avec un multiplicateur. Le genre, s'ils ont 100 francs, ils peuvent donner le crédit 400 avec un multiplicateur. Le genre, s'ils ont 100 francs, quand on donne un crédit de 400, il n'y a pas 400 dans la caisse. Donc, quand on donne un crédit de 400, il n'y a pas 400 dans la caisse. Il y a un endroit où on a mis l'argent, c'est faux. C'est faux. Ce sont les écritures. Et puis, quand on donne le crédit de 400 pour acheter une voiture, et que le vendeur de voiture a le compte dans la même société, je lui donne le chèque. Je donne le chèque, elle prend le chèque, elle va le déposer. Est-ce que l'argent sort de la banque? Ce n'est que le papier et les noms qui ont joué comme ci, comme ça. Et du coup, l'argent là même qu'on tourne n'est même pas à la banque, c'est à la BEAC. Et pour la BEAC, même pas la BEAC, c'est en francs, dans le compte d'opération. Ben, on reste sur un jeu de papier. Oui, prochaine question ou bien seconde question. Bon. Si vous voulez, nous prenons les questions. Je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il y a les mains levées? On va alors faire un tour de table. Regardez, pour le moment, il n'y a pas de main levée. Oui, il n'y a pas de main levée. Bon, les amis, s'il n'y a pas de main levée, ça veut dire que vous avez tout compris. Ça veut dire qu'on va se dire rendez-vous à demain. OK. Je vais donc laisser, aujourd'hui, il n'a pas ouvert la séance. Je vais laisser Achille clôturer la séance. Donc, Achille, nous t'écoutons. OK, merci Triple Best Mentor. Et vraiment, par rapport à cette formation, je peux, et j'allais dire, j'ai été très nourri, très satisfait déjà de cette première journée. Et j'ose croire que c'est pareil pour vous. Et si vous êtes resté jusqu'à présent, ça veut dire que Triple Best Mentor vous a baissé. Donc, ça veut dire que ça a été intéressant et ce sera pareil pour les prochains jours. Donc, vraiment, merci pour tous les sacrifices, pour votre disponibilité et surtout, comme je l'ai dit ce matin, d'avoir cru en ce projet. Donc, vous passez tous une très bonne soirée et on se reprend demain à 8 heures pour une autre thématique. OK, merci et à très bientôt. Merci, coach. OK, merci tout le monde et bye bye. Au revoir. Mais on peut revenir quand même demain pour les questions pour mieux assimiler. On va Au revoir, au revoir, au revoir. À demain matin, disons 8h30, s'il vous plaît. Demain, c'est un jour le plus long. C'est quoi? C'est 8 heures, c'est 8 heures, c'est 4 heures. C'est 8 heures de cours. Demain, on fera quoi? Les principes. Bon, on fera pas 8 heures. Mais demain, c'est les principes. On fera les principes demain. Vous allez apprécier. OK. Merci. Merci, merci. OK. Au revoir. OK. Voilà.